penser un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Solutions Covid Expo, le salon professionnel B2B qui permet aux dirigeants de constituer leur boîte à outils de la reprise. Alors pour cette émission, nous avons une thématique particulièrement importante, celle du financement. Alors financement, approche et solutions pour la PME. Et pour traiter le sujet, nous avons avec nous 4 experts, 4 spécialistes de très haut niveau que je remercie particulièrement. Nous aurons avec nous ces 4 personnes en 2 temps, comme pour les autres émissions, pour des raisons de distanciation sociale. Donc on aura les 2 premiers, et puis dans une deuxième partie de l'émission, les 2 autres intervenants. Donc pour animer cette émission avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Si Abdelaziz Larji. Si Abdelaziz Larji, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, vous êtes PDG d'Eurodéfi Audit et président de la commission appui aux entreprises de la CFCIM. Bienvenue et merci de nous accompagner, Si Larji. Merci à vous. Nous avons également pour cette première partie avec nous mon ami Mehdi Najid. Mehdi Najid, vous êtes le managing partner de Reos Consulting et de Reos Talent. Vous êtes un expert, un spécialiste de l'accompagnement des dirigeants. Merci de nous accompagner, c'est Mehdi. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, je vais commencer par Si Larji. Alors, rapidement, est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler ce que vous faites au niveau d'Eurodéfi? Quelle est l'activité de votre entreprise, très rapidement, avant de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet? Très bien. Eurodéfi existe au Maroc depuis 2000. Donc, ça nous fait 20 ans d'existence au Maroc. Après un exercice à l'international de presque 12 ans. Aujourd'hui, on est 3 cabinets, 3 sites, donc 2 sur Casablanca et 1 sur Tanger, avec une 50aine de collaborateurs et 3 experts comptables, plus des managers. Donc notre cœur de métier, c'est l'accompagnement. Ce qu'on appelle nous l'accompagnement, c'est vraiment l'expertise comptable, c'est le conseil. Depuis la naissance de l'idée du chef d'entreprise, donc on l'accompagne dans le business plan, dans le mûrissement de l'idée. Il nous est arrivé d'aller chercher des investisseurs étrangers, de leur prendre la main et de les accompagner au Maroc pour les installer complètement de A à Z. Et puis après, on leur assure le reporting, la comptabilité, le conseil. Et puis nous avons le métier de l'audit, où nous intervenons pour nous assurer que les sécurités de contrôle interne sont mises en place, de certification des comptes, etc. Donc vous accompagnez des entreprises depuis le démarrage, dès l'investissement, et puis tout au long du cours de leur vie, en fait, au niveau des différentes étapes. Alors, Si Larji, vous accompagnez beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entreprises. Quelles ont été les différents types de réactions qu'ont eu les dirigeants face à cette période que nous traversons un peu particulière? Nous avons passé 3 ou 4 mois de confinement, et puis il y a des mois un peu particuliers qui s'annoncent au niveau mondial, pas uniquement au Maroc. Alors, comment est-ce que les entreprises ont réagi, puis notamment en termes de financement, en termes de trésorerie, et puis comment ils ont réagi face à ces difficultés? Quels ont été les différents types de réactions? Alors, l'accompagnement, pour ce qui me concerne, a été à 2 niveaux, au niveau de mon cabinet et au niveau associatif, essentiellement à travers la Chambre de commerce française, où j'assure la présidence de la commission appui aux entreprises, et au travers du club Finance et Droit, où je suis donc l'animateur, et donc en fait j'ai des remontées aussi bien de mes clients que de personnes qui ont besoin d'aide et qu'on assure de manière, je dirais, bénévole dans le cadre associatif. Et donc en fait, de toute ma vie, c'est le moment où vraiment j'ai été sollicité le plus. C'est-à-dire que dans nos activités, carrément, nous avons... en toute votre carrière, c'est vraiment là où ça a été le plus chargé, le plus... C'est là où vraiment on a senti que nos clients avaient besoin d'aide au sens premier du terme. Ça veut dire qu'il fallait sauver les entreprises, alors que dans la vie courante, c'était un support. Là, c'est de l'aide qu'on apporte. Et donc, en fait, c'est des cris de secours, des cris au secours qu'on avait eus, et il fallait assurer. Et donc, en fait, le conseil... il y a bien sûr l'équipe, heureusement, qui était opérationnelle pour assurer le quotidien, la tenue de comptabilité, la paie, etc. Mais le chef d'entreprise que je suis, l'expert comptable que je suis, le commissaire comptable que je suis, assure le conseil quotidien. Comment mettre en place le télétravail? Il y a des difficultés de trésorerie. Il y a à sauver telle activité. Comment obtenir telle autorisation de l'office d'échange? Comment obtenir tel dégrèvement des impôts, etc. Donc en fait, c'est l'expert comptable quand même lui-même qui est sollicité, et beaucoup de ce conseil, nous, on ne pense plus
à pointer et à facturer parce qu'on était dans une optique vraiment de venir en aide à nos entreprises. Et en fait, on la remarque aujourd'hui, j'espère qu'on est sorti un petit peu de l'ornière et qu'on voit un petit peu plus clair. Nos clients nous sont redevables de ça. C'est d'avoir été de leur côté, on n'a pas fait l'autruche, de dire je vais prendre des vacances et j'attends que ça se passe, c'est à ce moment-là que j'apparaisse. Au contraire, on a été visible, on a été au fond pour défendre nos entreprises et leur trouver même des palliatifs. Nous avons des sociétés qui ont changé de cap pour survivre. On leur a montré... En termes d'activité ou en termes d'orientation stratégique, quel est le... C'est stratégique à partir du moment où vous avez quelqu'un qui ne fait que de l'export et qu'avec ce qui se passe, il a pensé à assurer aussi le marché local. Pas forcément pour des raisons financières, mais parce que c'est une nécessité et c'est peut-être une première expérience. Il n'a jamais pensé à le faire. Quelqu'un qui fait du textile pour faire des chemises et qui se retrouve à faire des masques, c'est une expérience inouïe. Au-delà de la rentabilité, parce que la rentabilité sur les masques n'est pas énorme, mais c'est une expérience. C'est d'abord, il faut générer un minimum de revenus pour l'entreprise pour maintenir la machine de production. Donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est, je dirais, le côté indispensable financièrement. Mais c'est pour maintenir l'outil de production jusqu'à ce qu'on sorte la tête de l'eau et pouvoir continuer à vivre normalement et recouvrer une santé financière, etc. Donc il y a une démarche d'agilité mise en place en fait rapidement par les entreprises. Mais en termes d'impact financier, est-ce que tous vos clients ont subi ça d'une manière violente? C'est-à-dire est-ce que tout le monde s'est orienté vers les solutions de financement que présentent en fait les différents partenaires et les différentes banques, ou est-ce que certaines entreprises avaient cette capacité et cette prévoyance nécessaire pour pouvoir gérer une période difficile comme ça de 3 à 4 mois? Alors je vais vous donner mon sentiment, je vais vous faire le scoop parce que ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Malheureusement, les entreprises, quelles qu'elles soient dans le monde, et c'est l'esprit du chef d'entreprise jusqu'à la survenance du Covid, c'est que les entreprises ont toujours travaillé dans les flux tendus. Il est impensable pour un chef d'entreprise jusqu'à mars, jusqu'à février, d'amasser de l'argent dans ses comptes. Impossible d'avoir cette perspective. Dès qu'il a plus de 3 mois de trésorerie dans son entreprise, il pense à l'investir quelque part. Créer un nouveau produit, conquérir un nouveau marché, acheter du stock, stocker, etc. Il ne pense pas à stocker de l'argent. Bien sûr. Et ce qui s'est trouvé, c'est que quand on s'est trouvé dans la période de la pandémie, les chefs d'entreprise se sont retrouvés démunis. Chacun vous dit, impossible que je puisse assurer plus de 2 ou 3 mois. Ils ont été pris de court, en fait. Exactement. Plus de 2 mois ou 3 mois de trésorerie. Donc, en fait, les gens... Et les gens qui sont riches aujourd'hui, bon, je dirais riches, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, à un moment donné, arrivé à un certain âge, il faut qu'il constitue un petit patrimoine immobilier de sécurité à titre propre. Ils se sont retrouvés avec des immeubles, il était impossible de les mettre sur le marché pour les convertir en argent frais pour pouvoir les injecter dans l'entreprise. Vous pouvez avoir des lingots d'or, mais vous sortez avec vos lingots, vous les mettez sur le marché, personne ne vous les demande parce que... C'est que la liquidité d'une manière globale des biens et services n'était plus la même en cette période-là. Exactement. Donc en fait, tout l'imaginaire du chef d'entreprise doit changer avec des nouvelles pratiques, des nouvelles sécurités à mettre en place. Il faut réfléchir à ce genre de choses parce que on a aujourd'hui cette crise. Imaginez si on en a d'autres, etc. Donc il faut imaginer ce qui n'est pas exclu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une pandémie, ce qui est très particulier, mais demain ça peut être une crise économique mondiale. Demain ça peut être aussi peut-être la concurrence au niveau international qui peut être plus difficile aussi à gérer. C'est-à-dire que les raisons ne manquent pas d'avoir des difficultés. Donc il faut vraiment dans cette logique d'agilité continue. Si Abdelaziz Larji, je vais revenir vers vous dans un instant. Je vais me tourner vers Mehdi Najid. Mehdi Najid, merci encore une fois de nous accompagner. Alors avant de vous poser ma première question, est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement Reos Consulting? Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous sommes un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. Donc c'est une démarche personnalisée en fait, suivant les étapes du cycle de l'entreprise. On va avoir besoin soit au moment de la création, par exemple, d'aider à formaliser un business plan, une feuille de route,
pour être le plus vite possible présents sur le marché avec des solutions adaptées. Si c'est des entreprises qui veulent se renforcer, donc des investissements de croissance, comme l'a très bien dit Silarji, donc on intervient pour structurer et ne pas trop perturber le bilan et l'activité de l'entreprise pour qu'elle puisse gérer le plus naturellement possible son projet. Mais aussi, on a des experts, donc la spécificité de notre activité, c'est qu'on a tout un réseau d'experts nationaux et internationaux, tant dans des métiers, donc on peut accompagner des entreprises techniquement, que sur des fonctions clés, donc les systèmes d'info, avec la mise en place de RP ou la digitalisation, qui est devenue un enjeu majeur avec la crise. Il n'y a pas que Zoom, hein, il y a toute une démarche pour que l'entreprise puisse travailler en toute sécurité, dans ces temps incertains, partager des données, etc. Alors, on aura une émission, on parlera beaucoup de confiance numérique et de sécurité. Mais merci beaucoup, Mehdi. Alors, vous avez dirigé des entreprises pendant une vingtaine d'années au Maroc, à l'international. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre les pays, entre les entreprises marocaines et des entreprises en Asie ou en Europe ou en Afrique? Vous avez fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des différences particulières? Est-ce qu'il y a des spécificités aussi pour le Maroc? En fait, nous, on a, au Maroc, il y a une culture entrepreneuriale naturelle, mais elle est plus orientée vers les activités, on va dire, commerciales ou de services. L'industrie, c'est une discipline de tous les instants, de tous les jours. Ça demande de la rigueur, de l'organisation, des compétences qu'on doit fidéliser pour qu'elles progressent avec l'entreprise. Et puis, le problème qui se pose chez nous, un peu différemment des autres, c'est qu'on a des cycles. Le financement de l'exploitation qui est très lourd. Les crédits de trésorerie qu'on fait à nos clients, on doit supporter ça et on doit les financer. Alors la crise, elle a en plus renforcé ces problèmes de délai de paiement. Et quand on voit qu'on est dans certains cas à 150 jours ou plus, ben déjà on fait du crédit. Et donc quand on doit investir, c'est une contrainte supplémentaire. Et qui plus est quand les banques vous demandent des garanties personnelles et autres. Donc ça rend l'acte d'entreprendre très difficile et très risqué. Alors, on aura tout à l'heure nos partenaires de la CCG qui effectivement, qui arrivent à maintenant c'est magnifique, il y a de très belles solutions et je pense qu'ils en parleront mieux que nous. Mais déjà, cette différence, elle est fondamentale parce que au lieu d'investir à partir de sa trésorerie, on doit faire des fois des crédits pour des parts importantes et mettre son patrimoine en jeu. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les différentes options qui se posent aux dirigeants? Si Abdelaziz l'a dit, à un moment donné, on se retrouve confronté un peu à la situation telle qu'elle est. On est devant le fait accompli, on n'a pas prévu. Quelles sont les différentes options? Est-ce qu'on ne voit que la solution du financement bancaire ou est-ce qu'on peut aller vers d'autres sources de financement qui sont peut-être plus simples d'accès en temps normal, peut-être un peu plus difficiles pendant la période de crise? Quelles sont les différentes options que nous pouvons avoir? Oui, en fait, il y a eu des solidarités familiales déjà. Ça, c'est très important dans notre culture et c'est aussi notre force. Et c'est l'une des spécificités aussi. Le système des tontines, il est en Asie, mais il est aussi en Afrique. Hein. Donc les gens qui s'installent, et c'est les gens de la communauté qui financent, et après, on doit financer à son tour le suivant. Donc ça, c'est des mécanismes naturels qui existent. En Asie, vous avez la spécificité d'avoir du shadow banking. En fait, il y a des systèmes parallèles de financement à des taux proches de l'usure, et ce qui influence encore plus l'entrepreneur à... Et puis, le fait de recourir au crédit n'est pas toujours bien vu là-bas, culturellement. C'est l'entrepreneuriat, il risque son argent. Mais il est payé en temps réel. Donc, s'il fait de la marge, il récupère son argent, il peut le réinvestir et progresser. Donc, cette problématique des délais de paiement, finalement, qui revient... On en revient toujours à ça, je pense. C'est un très gros problème que l'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et pour moi, il conditionne tout le reste. Parce que, au lieu de risquer, par exemple, 100, on doit risquer 150 ou 200. Et si on avait cette trésorerie qui était disponible normalement, on pourrait faire encore plus. Parce qu'on a vraiment, moi j'ai découvert ça en faisant de l'accompagnement, il y a des success stories extraordinaires dans ce pays. Vous avez des gens qui sont leaders mondiaux sur des niches technologiques, et on ne pourrait pas penser ça si on ne les côtoie pas. Il y a une discrétion, pour diverses raisons. Hein. Notre culture fait qu'on vit heureux, on vit caché. Mais aussi, on n'aime pas trop se mettre en avant.
Et malheureusement, alors il faut trouver un équilibre maintenant. Et c'est là où l'accompagnement est utile, parce qu'en fait, une entreprise qui est connue, qui est reconnue par ses activités, par ses valeurs, par ses pratiques des fois, parce que vous avez des pratiques de formation, parce qu'une réussite, c'est d'abord des réussites collectives. C'est jamais des réussites individuelles. Donc pour être pérenne une entreprise, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à son système de valeurs, à ses approches, et qui la fassent vivre au quotidien. Est-ce que l'option de l'ouverture de capital peut être boostée par des périodes comme ça? Est-ce que ça peut accélérer un petit peu la réflexion vers ce type de solution? Alors en fait, c'est ça. On a beaucoup quand je disais que les entrepreneurs, ils sont souvent individuels ou proches, ça veut dire des gens qui se connaissent, ou bien qui sont de la famille, etc. Et suivant les étapes du cycle de la vie, ça crée soit des difficultés, parce que y en a un, il veut du retour sur investissement, alors que l'autre, il veut investir. Et puis après, quand il y a des héritiers, ça complexifie, d'autant les spécificités du droit font que ça peut créer des situations assez difficiles. Mais plus fondamentalement, en fait, c'est ça. L'entrepreneur, est-ce qu'il va risquer tout seul ou aller à plusieurs? Et à plusieurs, ça veut dire qu'on doit rendre du compte, qu'on doit avoir un conseil d'administration, des experts qui nous accompagnent, et notamment un commissaire aux comptes, voilà. Et là, on tombe sur un autre sujet qu'on ne va pas aborder là aujourd'hui. Mais je pense que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, ils sont dans des logiques positives. Ça tombe bien, on a un commissaire aux comptes avec nous. Donc je vais prendre son avis s'élargir. Est-ce que ce volet-là, est-ce que les autres moyens de financement peuvent être considérés en ces périodes-là? On parlait de l'ouverture de capital, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui méritent réflexion aussi en cette période pour les dirigeants d'entreprise? Alors, il faut comprendre que pour une crise aussi longue comme celle de la pandémie, il aurait été préférable d'avoir des subventions, c'est-à-dire vraiment donner de l'argent gratuitement aux entreprises sans demander un remboursement. Certains nous disent, oui, mais en Europe, ils ont distribué 500 milliards en Europe, etc. Mais les gens oublient en fait que c'est de l'argent qui est prêté, c'est de la planche à billets, et celui qui payera ça, c'est le citoyen européen à long terme. L'approche du Maroc est prudente, et c'est dit, est-ce que je vais hypothéquer la population marocaine sur une période énorme en donnant ce genre de subventions? D'abord, on n'en a pas les moyens, et puis nous n'avons pas une machine de production qui puisse juguler tout ce crédit qu'on pourrait donner. Donc en fait, d'où la solution du crédit, c'est-à-dire on est toujours pas dans l'assistanat, mais dans le mérite. C'est pour ça qu'on a considéré que ça responsabilise le chef d'entreprise. Le fait de descendre le taux directeur à un taux record qu'on n'a jamais connu aujourd'hui, on a des crédits à 2% quand ils sont vraiment bonifiés, à 3,5%. Le Maroc n'a jamais fait ça. Il faut savoir qu'à une époque, on avait des taux de crédit à 12%. Dans les années... Quand vous êtes en dépassement, la banque, elle vous prête à 12%. À 12%. Donc en fait, quand vous avez un crédit par caisse ou un crédit par signature, effectivement, c'est des taux de 10 qui peuvent arriver à 10%. Donc en fait, ces crédits-là sont devenus une nécessité. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas des crédits qu'on prend pour le confort, on prend des crédits pour sauver l'entreprise, d'où l'idée, est-ce qu'on fait un effet de levier? Parce qu'en fait, l'idée du crédit, c'est l'effet de levier. C'est pour pouvoir adjoindre à l'entreprise, en plus des fonds propres, des crédits pour permettre de faire un effet de levier et d'accroître sa capacité commerciale, sa capacité de production et sa capacité de croissance. Est-ce que ça reste valable en période de crise, Est-ce que ça reste valable en période de crise? Écoutez, pour être très concret, par exemple, Daman Oxygène, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour respirer, c'est vraiment pour rester le nez en dehors de l'eau. Daman Relance et nos experts de Maroc PME et de CCG en parleront, c'est un produit qu'on peut combiner pour sauver l'entreprise, mais aussi pour faire de l'effet de levier, éventuellement pour vraiment partir bien à long terme. Donc ça, le crédit est nécessaire. Le crédit est nécessaire. Il faut voir aussi la possibilité d'explorer d'autres sources qui sont l'avance, l'apport en compte courant du chef d'entreprise. Il faut savoir que, et ça aussi, il faut démystifier, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, sharika ».
Sharika, la société m'a donné, la société nous a invités à un dîner de gala, la société, et on croit qu'en fait la société c'est quelque chose d'impersonnel et que les ressources d'entreprise de la société sont interminables. Or, les employés, ils ne peuvent vivre que de ce que génère l'entreprise comme chiffre d'affaires. C'est eux qui... là, on s'en est aperçu pendant le Covid. Ce qui fait que le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille en flux tendu, il a peut-être mis un peu d'argent de côté personnel, et il faut qu'il croie dans son business pour pouvoir sortir un peu d'argent de son patrimoine pour le mettre dans l'entreprise. Et là, je rejoins une idée, je suis peut-être le seul à le dire. Au lieu de l'amnistie qu'on est en train de débattre sur un plan fiscal, de dire aux gens « sortez de l'argent de vos caves et de vos matelas pour les mettre dans les banques et vous allez payer 5%. » Moi, je serais consulté, j'aurais dit « laissez les gens ramener l'argent, les mettre dans leur compte courant, financer les entreprises et signons un pacte de confiance et de dire aux chefs d'entreprise « ramenez votre argent, mettez-le dans l'entreprise, investissez, et je pense que on ne cherchera pas à vous sanctionner sur l'origine de cet argent. » Moi, je préfère cette démarche parce que même le fisc, même l'État va générer énormément de retombées. Les choses étant ce qu'elles sont, autant avoir en quelque sorte un nouveau départ et puis exactement, parce avancer dans la transparence par la suite. L'amnistie va se faire, mais gageant que moi je suis sûr que les gens, c'est pas maintenant, au contraire, ils ont été aux banques pour retirer de l'argent frais. Parce qu'ils en ont besoin. Et je ne vois pas les gens aujourd'hui avoir un élan pour venir avec des billets de banque, les mettre dans les comptes des banques et payer les 5%. J'ose encore dire, j'aimerais bien me tromper, mais il faudrait mettre en place des idées intelligentes et c'est tout à fait le moment. Alors j'aimerais revenir à la question du crédit. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais crédit à les élargir? Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors, quand est-ce qu'on peut parler d'un bon et un mauvais crédit? Vous avez deux arbitres pour le faire. D'abord, le chef d'entreprise doit être sûr de ce qu'il fait. Il ne va pas prendre un crédit pour aller voyager, pour après déposer, etc., déposer le bilan et dire voilà, j'ai pris crédit, ça n'a pas marché, etc., je suis dans une SARL, dans une SA, responsabilité limitée, j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Donc en fait, ça c'est le premier arbitre. Et le deuxième arbitre, c'est le banquier qui va étudier les bilans de l'entreprise, qui va voir la capacité, etc., pour pouvoir dire est-ce que c'est un bon crédit. Donc c'est un bon crédit quand il y a la conviction du chef d'entreprise et la conviction du banquier. Et bien sûr, dans tous les autres cas, c'est un mauvais crédit. Quelqu'un qui va dire « je vais prendre le crédit pour sauver une entreprise qui est impossible à sauver », c'est un mauvais crédit. C'est qu'il ne faut pas être dans cette logique qu'on va prendre un crédit parce qu'on y a accès, on va prendre un crédit parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir d'une manière ou d'une autre un effet de levier et qu'on va pouvoir s'en servir d'une manière utile. Exactement. Si je prends par exemple un crédit oxygène et comme dit, vous allez le rembourser au 31/12, il faudrait que terminer les vacances, les Eid, etc., qu'en septembre, je mette les bouchées doubles pour pouvoir le rembourser en décembre. Parce que j'aurai septembre, octobre, novembre et décembre pour pouvoir rembourser. Si mon business n'est pas capable de générer la trésorerie pour pouvoir rembourser, c'est même pas la peine que je le prenne. Merci infiniment. Il faudrait que je prenne un repreneur. Si Mehdi voulait réagir. Pour revenir sur les sujets. En fait, nous, on a quand même des spécificités dans notre tissu économique, tant industriel que commercial. C'est qu'on a beaucoup de petites structures ou de moyennes structures. Et c'est très difficile pour les entreprises de franchir les paliers. Donc ce métier d'accompagnement, en fait, que nous promouvons et que nous proposons, c'est pour aider les entreprises à faire ça. Mais ça implique quelque part du lâcher-prise. Ça veut dire qu'on doit accepter de ne pas être tout seul à porter le fardeau. Et une entreprise, c'est une aventure collective. Donc il faut que toutes les composantes aillent dans le même sens, soient convaincues. Et la crise a montré ça, c'est qu'il y a des entreprises qui ont réagi de manière admirable. En quelques jours, des gens dont on pensait qu'ils n'étaient pas intéressés ou impliqués, eh bien, ils étaient des soldats sur le front en première ligne. Et ça part des employés les plus humbles jusqu'aux cadres les plus aguerris. Et puis, deuxièmement, il faut aussi que des entreprises puissent fusionner entre elles
ou procéder par croissance externe, racheter des entreprises tant au Maroc qu'à l'étranger, ou s'adosser à des groupes. Et tout ça, eh ben, ça implique un changement de culture d'entreprise. Donc c'est plus important que le financement. Quand vous parlez de culture, est-ce que vous faites allusion aussi à la transparence même du fonctionnement d'une entreprise, ou est-ce que c'est au niveau du processus de prise de décision? Qu'est-ce que vous entendez par c'est un tout. En fait, l'entreprise, elle est dans un écosystème. Donc, on peut avoir les meilleures valeurs et les meilleures vertus, mais quand les pratiques du marché font que, eh ben, si tu veux vendre, il faut faire une partie sans facture ou autre, ben, si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes écarté du marché. Sinon, il faut venir avec une offre distincte, un positionnement fort, qui fait que ben, vous allez faire votre chemin et votre sillon, que ce soit à l'international ou autre. Donc beaucoup d'entreprises ont privilégié l'international par défaut. Ou bien ils ont un vrai savoir-faire qui est reconnu et valorisé. Des fois, vous avez la contrebande et d'autres choses qui font que même si votre produit est très bon, eh ben, vous n'êtes pas compétitif. Ben oui, vous payez la TVA, vous payez vos charges, vous déclarez vos salariés et autres. En fait, c'est un tout, c'est un fonctionnement global du système. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les stratégies des entreprises, notamment en termes de financement, mais pas uniquement, diffèrent selon leur taille, selon leur secteur? Est-ce qu'il y a des spécificités, encore une fois, à prendre en considération selon le profil de l'entreprise? En fait, avant la crise, mais déjà, il y avait une tendance de fond qui était une vague même qui arrive, c'est les révolutions des circuits de distribution, avec le digital et autres. Donc la crise, elle n'a fait que cristalliser et amplifier des choses. Vous aviez des multinationales qui raisonnaient avec une supply chain à flux tendu. Et tous les managers, beaucoup de consultants, ben, ils étaient l'apôtre de ça. Et quand vous aviez un stock, vous étiez même passible de vous faire licencier. Parce que c'est de l'argent qui dort. Et on a découvert miraculeusement que finalement, ben, ça nous a peut-être sauvés d'avoir des stocks d'alcool qui ont pu servir à faire les gels, ou du tissu spécial qui a permis de faire des masques, etc., dans un temps. Donc, les approches binaires, voilà, il faut du pragmatisme, il faut du bon sens, il faut une vision surtout. Et aujourd'hui, c'est très difficile. La difficulté, elle est là. Mais les réussites de demain, c'est comme ça qu'elles vont émerger. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, qui connaît bien son marché et son environnement, et qui ne raisonne pas qu'à partir du passé, mais qui a cette faculté de dire demain, voilà comment on va travailler. Voilà ce qu'on va proposer demain. Et ça veut dire aussi qu'il faut des compétences pour ça. Il faut aussi externaliser des choses. Beaucoup d'entreprises ont eu ce souci de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Et c'est pour ça qu'on a des structures lourdes, et c'est pour ça qu'on a des projets d'investissement qui prennent beaucoup de temps. Parce qu'il faut intégrer, absorber tout ça, et pendant qu'on fait telle tâche, on n'est pas en train de faire telle autre qui est plus stratégique. Ce qui n'est pas toujours cohérent avec l'ordre actuel des choses. C'est-à-dire qu'on est dans une période où les choses vont de plus en plus vite. Tout à fait. Les décisions doivent être rapides, les entreprises doivent être agiles. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre du recul et voir un petit peu l'environnement international dans lequel on évolue et s'adapter avec cette logique même la gouvernance. Combien de sociétés ont des structures de gouvernance bicéphales? C'est rare. Vous avez même souvent le PDG qui est le DG aussi, de facto. Donc il cumule toutes les casquettes et il n'a pas ce temps, ce luxe de des fois réfléchir et d'envisager, de préparer l'avenir. Et puis le luxe d'être contredit. C'est pas le luxe, c'est une nécessité. Oui. Cette culture-là, voilà, c'est un autre problème majeur que l'on a. Mais alhamdoulilah, les jeunes, ils s'en laissent pas compter de moins en moins. Et justement, même dans leur choix d'entreprise, c'est des critères. La culture managériale de l'entreprise, l'ambiance au travail, il y a même des baromètres et puis des prix qui sont remis pour ça. Alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. Non, on vient dans une entreprise, on doit pouvoir s'épanouir, se réaliser et progresser en fonction de ses seuls mérites. Alors on n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont dans l'optique de créer leur entreprise. Maintenant, il faut aussi démystifier les choses. Tout le monde, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Les places sont chères. Et les belles réussites, ça sera ça. C'est ces projets qui vont pouvoir grandir et atteindre une taille optimale, soit sur le marché local, soit en s'internationalisant, ou bien en s'intégrant dans des chaînes de valeur. Alors bon, c'est un peu technique, mais c'est ça. Il faut savoir arrêter son périmètre sur ses cœurs de compétences,
Mais là, on doit être vraiment excellent. Puis travailler en réseau. Oui, travailler en réseau. Et puis, quand on voit des périodes comme celle que nous vivons, il y a aussi un élément extrêmement important, c'est la résilience. Je vais revenir vers vous dans un instant. On s'approche un peu vers la fin de cette première partie pour vous poser la question, une question au sujet de la résilience en fait en entreprise. En attendant, je reviens vers vous, Monsieur Largi. Est-ce que il y a une démarche type? Est-ce qu'il y a une bonne démarche à suivre pour un dirigeant d'entreprise quand il veut avoir recours au financement? Concrètement, dans la pratique, qu'est-ce qu'il doit faire? À quoi est-ce qu'il doit réfléchir quand il va voir son expert comptable pour prendre conseil? Quels sont les éléments auxquels il faudrait qu'il fasse attention? Quand il va voir son banquier, là encore une fois, quels sont les éléments auxquels il doit faire attention? Est-ce qu'il y a une démarche type que vous recommandez? Alors, moi j'ai mis en place dès les premiers instants de ma carrière ce qu'on appelle les reportings mensuels. Donc je mets tous mes clients au reporting mensuel, qu'ils le veuillent ou pas. Avec le temps, ils le réclament. Mais au départ, je leur impose. C'est-à-dire que tous les mois, ils ont un compte de résultat, un bilan mensuel qui nous permet, avec le chef d'entreprise, de voir ce qui s'est passé et de voir l'avenir. Et nous avons, même pour certains clients, du contrôle de gestion externalisé. C'est-à-dire que nous devenons leur contrôleur de gestion. Donc on exploite l'information pour se projeter, pour faire des budgets, etc. Et c'est ce qui nous permet de savoir. Et le problème, on l'a vu, déjà l'année 2019 a été difficile, hein, donc on n'a pas attendu le Covid pour le savoir. Donc 2019 a été difficile. Et donc en fait, les reportings nous ont montré qu'on pouvait compter dessus. C'est comme les gens qui se sont retrouvés à vouloir faire du télétravail alors qu'ils n'étaient pas outillés. Nous, heureusement, on était outillés. Donc quand le Covid est venu, on a pu se faire des projections. Je connais certains accompagnateurs financiers où leur chef d'entreprise, enfin le chef d'entreprise est venu leur dire donnez-moi la projection à 1 an, à 2 ans. Au mois de mars, c'était impensable. Et nous, on le faisait. Et on aurait pu rironner au client en lui disant je ne sais même pas ce que je vais manger demain. Par contre, comme on est dans une dynamique de budget, on est capable de lui dire effectivement, avec le Covid, en arrêtant l'activité parce qu'on sait que tu vas fermer pendant 3-4 mois, donc tu n'auras pas ce chiffre d'affaires. Par contre, tu as des réserves, voilà quelles sont tes dépenses. L'État a mis en place une aide pour les salariés, donc tu n'auras pas la charge du salaire, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments, ce sont des règles de gestion pour savoir comment proposer au chef d'entreprise comment il doit se financer. Et bien sûr, on le pousse en lui disant tu as le crédit, mais il ne faut pas compter sur le crédit. Il faut que tu mettes la main à ta poche si tu crois dans ton entreprise. Donc en fait, c'est une combinaison entre le crédit qui est salvateur et la confiance dans l'entreprise pour mettre son argent propre dans l'entreprise pour la sauver. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot avant d'arriver à la fin de notre première partie ici à Abdelaziz? Écoutez, un conseil, une recommandation aux dirigeants qui nous entendent. Un conseil. Moi, je vais m'inspirer de votre concept CBNIS. Je dis toujours, le salon que vous êtes en train de faire est une première au Maroc, voire en Afrique. Il faut se démarquer. Il faut toujours être imaginatif dans tout. Le chef d'entreprise doit être imaginatif. Et c'est Najid l'a dit. Il a dit vous avez des PDG qui n'ont pas de DG. C'est pas pour partager le pouvoir, mais pour que le PDG ait un recul pour pouvoir réfléchir. Donc tous les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent avoir un recul. Et ce confinement, personnellement, il a transformé ma vie dans la mesure où j'avais dans ma vie 2 instants où j'ai vraiment réfléchi. Lorsque je faisais ma thèse d'expertise comptable, parce que j'avais 3 années pour la faire, et je l'ai exploité, mais pour vraiment dessiner mon avenir, et le confinement de 3 mois, où j'ai revu complètement mon métier, où j'ai revu ma communication, où j'ai revu ma philosophie de vivre, pour pouvoir surmonter, pour pouvoir avoir un souffle pour l'avenir et pour l'avenir de mon entreprise. Et puis des fois, c'est reculer pour mieux sauter. Donc on peut aussi voir l'opportunité en cette période pour réfléchir, pour prendre du recul, et pour aller de l'avant. C'est un défi, un défi qui nous a ouvert les yeux sur plein de choses, qui nous a rendu vraiment, moi je dirais, humains, parce que c'était une course folle vers la dimension, grossir, mon cabinet doit contenir X antennes, X salariés, je dois amasser une fortune. Aujourd'hui, on est plus
dans une action raisonnée, et les chefs d'entreprise sont devenus vraiment, je dirais, pour la plupart, ont réfléchi pour rationaliser leurs actions, pour avoir un sens, pour donner un sens à leur façon de diriger les entreprises. Merci beaucoup, Saïd Aziz. Si Mehdi Negid, je vais vous parler de résilience. Alors, comment se concrétise ou se matérialise la résilience en entreprise? On parle de résilience, mais concrètement, pour un dirigeant d'entreprise, surtout en une période comme celle-là, comment est-ce que ça peut se matérialiser? En fait, dans notre culture, parce que c'est bien de se comparer aux autres régulièrement, mais dans une logique positive toujours. En fait, on ne tolère pas l'échec dans notre société. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, surtout au-delà d'un certain âge, parce qu'on a une famille à charge. Et puis si on échoue, le qu'en dira-t-on, la réputation. Alors que dans d'autres cultures anglo-saxonnes, ou en Asie même, c'est tout à fait naturel. Et je pense que la crise, elle a eu cet effet de miroir. Donc il y a des entreprises qui sont condamnées. Donc qu'il y ait les crédits ou qu'il n'y ait pas les crédits, c'est pas ça le sujet. Ça ne fait que retarder l'inéluctable. Donc il faut avoir l'honnêteté de se regarder, de regarder son projet et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'un entrepreneur, il est responsable. Il a des collaborateurs et leur famille derrière. Et puis, il est producteur pour l'État. On lui donne de l'argent, mais c'est pour que demain, par ses impôts et ses contributions, il contribue à faire... Bien collectif. Voilà. Et donc, si il n'y a pas une conviction forte, parce qu'on est chef d'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas à 18 heures je sors et je switch. Malheureusement ou heureusement, on a cette énergie vitale, ce besoin de pouvoir sans cesse créer et d'être dans ces logiques de développement. Merci beaucoup aussi, Mehdi Negid. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou une recommandation pour les dirigeants qui nous suivent? C'est ça, c'est se regarder en face, se mettre en question et puis ne pas hésiter à solliciter des avis externes. Ça, c'est important, un œil externe. Le banquier, il joue souvent ce rôle. Et d'ailleurs, nous, on intervient souvent par le biais des banquiers. Parce qu'ils peuvent recommander, voilà, bon, là, vous avez un projet, c'est un peu technique, un peu complexe. Vu votre organisation ou vu le risque encouru, peut-être ça serait bien d'approfondir telle dimension. Mehdi Negid, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes managing partner de Reos Consulting et de Reos Talent. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Abdelaziz Larji. Je rappelle, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, PDG d'Eurodéfi Audit. Merci infiniment de nous avoir accompagnés, d'avoir éclairé les personnes qui nous suivent. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette première partie. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de Solutions Covid Expo. Restez avec nous parce que nous allons recevoir deux experts, M. Waheb Bouarif qui est directeur du centre d'affaires Casablanca à la CCG et M. Mounir Zaraidi qui est le responsable développement de Maroc PME qui vont nous donner d'une manière très concrète quels sont les programmes qui sont mis à la disposition du dirigeant d'entreprise pour aller de l'avant. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa.